Je suis Simon Rodriguez Pagès, je suis architecte. Je pense avoir eu la chance de recevoir une excellente formation qui a fait de moi un bon architecte au sens, je pense, le plus noble du terme, c'est-à-dire de pouvoir faire bien son métier pendant toute sa vie, toute sa carrière. Ici, moi, j'étais un peu un maniaque de dessin dans ma jeunesse, je continue de l'être d'ailleurs. Et donc, je dessine beaucoup je parle des schémas, tu l'as vu à travers certaines choses, qui étaient d'ailleurs tout simplement une espèce d'attitude parfois a posteriori, mais qui permet de se dire, tiens, est-ce que le projet est toujours sur l'essentiel ou est-ce qu'il dérive ou à la fin, comment on a pu finalement rester fidèle aux intentions primordiales. J'ai grandi dans un milieu très, très stimulant. J'ai une mère française, alors je dis ça parce que mon père est argentin, qui, avant la guerre 1940, ma mère était très âgée pour moi, a énormément voyagé en Europe. Elle a eu une formation de musique très solide. Elle était polyglotte, voilà, donc ça a l'air de rien, mais c'est quand même intéressant. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle va rencontrer mon père, qui lui a une vocation théâtrale, vient en France pour en fait pister Jean Vilar, le Festival d'Avignon, le TNP. Voilà, donc j'ai grandi entre ces deux personnes. Oui, je dis encore une fois, très, très stimulantes quand on est enfant. Voilà. Et d'ailleurs, la première vocation était plutôt celle d'être scénographe, en fait, parce que je voyais des scénographes venir à la maison avec mon père, monter des choses. Voilà, donc ça m'attirait. Et ma mère, un peu prudente, parce qu'elle s'était mariée à un artiste, s'est dit, mais entre la scénographie et l'architecture, peut-être que ce serait intéressant de commencer tout simplement par cette formation, et puis ensuite, tu verras, tu feras ce que tu veux. Voilà, alors ça, c'est effectivement, disons, la toute jeunesse. Ensuite, toujours dans la formation stimulante, et quand même, encore une fois, c'est parce que je veux rendre hommage à la République. Et donc j'ai eu la chance d'être au lycée Buffon, et au lycée Buffon, là j'ai croisé aussi des enseignants absolument remarquables. J'ai eu Gilles Sandier qui était un critique de théâtre qui officiait à la radio, notamment le dimanche soir dans Le Masque et la Plume, voilà, que nous écoutions religieusement, mon père, en famille. Voilà. Également, j'ai eu comme enseignant Philippe Robrieux, qui était un professeur d'histoire, qui est une vraie personnalité parce qu'il a été pendant longtemps un des chefs de file des jeunesses communistes. Voilà, il avait fait une thèse sur Maurice Thorez. Et donc c'était quelqu'un qui était extrêmement respectueux de ce que nous étions, c'est-à-dire, mais dont on sentait très bien quand même combien il était politisé, c'est-à-dire comment il reliait la question de l'histoire quand même à toute la question politique. Et enfin, un personnage un peu hors du commun, mais qui avait une certaine douceur, qui s'appelait Jean Pellegris, et qui était un écrivain d'Afrique du Nord, ami d'Albert Camus et de Jean Daniel, et donc qui lui aussi a contribué au fond à installer peu à peu, disons, une conscience du fait que voilà, il fallait se tourner vers les autres, qu'il fallait essayer d'avoir une position dans la société qui soit au fond en harmonie avec et d'aider. Voilà. Donc c'est un peu ça qui a été la première approche. Et ce qui est étonnant, du coup, c'est en 1974, quand tu commences les études d'architecture, tu arrives dans un atelier qui est plutôt caractérisé construction. Non ? Absolument, absolument. Alors ça, c'est lié au fait que je fais des études, je fais un baccalauréat scientifique, et j'ai un camarade d'école, de lycée, qui lui arrive au Grand Palais une année avant moi, et me recommande le Grand Palais. Bon, moi, je pas très attentif, je ne savais pas bien que l'école des Beaux-Arts avait à ce point éclaté, voilà, donc je vais là, oui, ce qui est un peu curieux, mais in fine, je pense que ça a été une formation assez remarquable.
Et effectivement, le Grand Palais, à ce moment-là, c'est assez amusant parce qu'on arrive donc après 68, après le choc pétrolier. On a des enseignants qui sont d'une certaine façon un peu déprimés parce qu'ils ont vécu la Trente Glorieuses. Ouais. Et ce choc pétrolier, en fait, leur fait comprendre que le monde va changer parce qu'ils sont assez lucides. Et, mais en même temps, ils sont quand même pour les uns et pour les autres des figures, hein, puisque que ce soit donc l'atelier dans lequel je vais être, qui est l'atelier d'Henri Tastemain, voilà, qui est à ce moment-là avec Gérard Benoît, donc dirige cet atelier, mais il y a Roland Schweitzer, il y a Paul Mémon, qui est quand même une des grandes figures de la ville dans l'espace, pour faire très court. Et puis, ça, c'est ce que j'appellerais les architectes vraiment animés par la pensée constructive, qui doivent à Perret, indéniablement. Et de l'autre côté, il y a un canard, on va dire, au milieu de tout ça, mais qui est parfaitement respecté par l'ensemble de l'école, qui est Henri Siriani, et qui est arrivé là par l'intermédiaire de Gomis. Et Gomis décède prématurément, et c'est comme ça qu'il se retrouve lui aussi en charge d'un atelier. Et je dis le canard parce que lui a envie de tenter des expériences. Alors lui, à ce moment-là, est encore, je crois, à l'AUA, ou en tout cas est encore affilié à l'AUA. Et il pense que l'école, effectivement, est un champ d'expérimentation. Et lui va peu à peu, il fait des expérimentations diverses. Surtout dans les premiers temps, je sais, par les anciens, qu'il s'est confronté à une fronde, même quasiment au sein même de son atelier, parce que les étudiants qui, eux, avaient vraiment vécu 68, donc attendaient des types d'enseignements que Siriani n'était pas tout à fait prêt à leur donner. Donc ça a créé à un moment des tensions. Et puis, avec notre génération, non, là, les choses ont changé. Il a lui-même, au fond, commencé à organiser cet enseignement et de plus en plus en le dirigeant vers la question de la pensée spatiale. C'est ça, oui. Siriani, il a aussi 10 ans de moins. Les trois enseignants dont on a parlé sur le premier atelier pensée constructive, c'est des gens qui ont 50 ans à l'époque où tu les côtoies. Et Siriani arrive avec 10 ans de moins, à peu près le même âge où tu as commencé toi aussi à enseigner. Et donc il y a quelque chose de nouveau, mais tu dis qu'il est aussi quelque part inscrit dans une filiation. Voilà, on a passé 68, on a absorbé le choc, et on est en train de reconstruire une pensée pédagogique, en tout cas une pensée sur l'espace. Oui. Et alors, effectivement, le fait que, je pense, Siriani soit sud-américain, il a une vision de l'architecture des années 60 et avant, peut-être un peu idéalisée, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, il perçoit dans toutes les expérimentations, notamment qu'a fait le mouvement moderne, qu'il y a là toute la base d'une nouvelle pensée spatiale. Et alors que peut-être à la même génération, les architectes franco-français, on va dire, essayent de remettre ou de tuer le père, donc que ce soit Le Corbusier ou d'autres protagonistes ensuite qui ont pris le relais. L'architecture internationale, tout ça c'est un peu dénoncé. Voilà. Donc c'est peut-être ça qui fait que Siriani va tenir le choc et va aussi trouver ce rapport équilibré avec les enseignants élèves de Perret, parce que les anciens de Perret ont une admiration sans borne pour Le Corbusier. Donc c'est aussi un des facteurs de l'équilibre. Et effectivement, Siriani va, pendant ces années, à travers certains exercices, mais qu'il découvre aussi qu'ont mené la Cooper Union, les Juke et autres, donc va essayer de ramener l'apprentissage de l'architecture, non pas à un aspect purement mimétique où on ferait une petite école, une petite maison ou un truc, mais à chaque fois qu'il y a une problématique extrêmement claire qui soit proposée et qu'au fond, le travail avec l'étudiant se fasse sur les bases d'un exercice dans lequel on connaît parfaitement l'objectif, ce qui permet bien évidemment d'installer un rapport qui est
non pas de nature subjective, mais d'essayer d'installer un rapport dans lequel l'enseignant comme l'étudiant comprennent ce qu'il est en train d'essayer d'explorer. Oui, et tu dis c'est l'exploration de la dimension de l'espace avec lui. Oui. Et c'est une dimension alors intéressante parce que déjà, ça nous fait comprendre que la valeur didactique, par exemple, d'un Le Corbusier, quand bien même Le Corbusier lui-même a parlé, bien évidemment, de ce qu'il fabriquait en très bon communicateur, mais il n'a pas non plus toujours expliqué précisément la façon dont il travaillait. Et Ciriani, lui, va justement regarder très précisément comment Le Corbusier, finalement, reproduit toujours des dispositifs qui sont à base de croix, de système de division de l'espace, et comment ces dispositifs amènent le plan libre, mais qui n'est pas d'être juste un plan désordonné, mais qui est au contraire un plan qui est extrêmement complexe en fait à réellement mettre en œuvre, mais dans lequel la liberté au fond, c'est la liberté de la composition de l'espace dès l'instant où la structure est neutralisée, on va dire, par le système de la grille structurelle. Et à partir de là, voilà. Et donc pour nous, ça a été... on a eu des séminaires, mais vraiment passionnants pour comprendre tous ces mécanismes, qui étaient animés par des recherches que menaient certains des camarades, par aussi des invitations de personnalités extérieures qui venaient au sein de l'école. Alors ça s'est développé plutôt après, dans le deuxième temps, à UP8, mais je me souviens par exemple de Lamarche Vadel, qui était un critique d'art, qui était venu et qui nous avait parlé de Mondrian et de Malevich, et qui nous avait fait vraiment comprendre que, effectivement, on pouvait installer des dispositifs centrifuges ou centripètes qui permettaient d'agrandir l'espace, donc qui permettaient, au fond, de mettre en cause les limites même d'une aire. Voilà. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. En tout cas, moi, j'ai souvenir d'avoir compris cette question au travers d'un critique d'art qui commentait en fait Mondrian et Malevich, et qui ne nous parlait pas particulièrement de Le Corbusier. Mais peu à peu, on a commencé à tisser tous les liens de ce que d'ailleurs Ciriani appellera dans la thèse qu'il avait faite, ou la recherche qu'il avait faite sur l'espace moderne, qu'il a appelé la dette envers l'espace pictural. Il appelle ça la dette envers l'espace pictural. Donc ça, c'était pour nous absolument passionnant quand on a, je sais pas, 20 et quelques années. Et puis on va le retrouver après, on y reviendra, mais dans tout ton travail sur la question, je dirais, l'enveloppement, ce que tu appelles l'enveloppement, le déploiement, ce que tu appelles le concept de désoccupation, pas toi, mais tu cites un sculpteur, donc on y reviendra. L'école, enfin en tout cas UP7, UP8, c'est aussi la rencontre avec une équipe. Oui. Enfin, une équipe, c'est peut-être un grand mot, en tout cas, une bande. Oui, avec une bande, exactement. Avec une bande. Oui, parce que, bon, à quoi ça tient, on ne sait pas très bien. Alors, est-ce que c'est aussi ces études scientifiques qui font que, je ne sais pas, là, venaient des caractères particuliers. Je ne sais pas si ça a joué. Mais effectivement, aujourd'hui, donc la structure dans laquelle j'évolue, 2, 3, 4, c'est... sur les 6 associés que nous sommes, nous étions sur les rangs, sur les bancs de cette école dès la première année, au même endroit, au même moment. Voilà. Et effectivement, les liens se sont forgés parce que, nous avons, c'est Pierre Bolz en l'occurrence, donc mon associé de toujours, qui a l'idée de lancer un journal étudiant. Parce qu'on se rend compte très rapidement à l'école, effectivement, il y a ces ateliers, qu'un atelier, au fond, ça fabrique rapidement un peu un village gaulois, c'est-à-dire que tout le monde se replie sur son atelier, pensant qu'il est le meilleur. Et puis là, heureusement, il y a quelques personnalités un peu intelligentes, comme Pierre Bolz, donc qui disent que ce serait quand même intéressant d'aller s'entretenir avec les autres enseignants et
qui nous exposent leur pédagogie. Voilà, donc il lance ce journal, et la première chose d'ailleurs qu'il fait intelligemment, alors que nous étions dans un autre atelier, lui était déjà chez Seriani, il vient vers nous pour nous dire, mais est-ce que vous voudriez participer à ça? Peut-être que vous pourrez du coup demander à Tasteman de parler un peu de ce qu'il fait, etc. Et donc effectivement, ce journal nous a occupés, mais vraiment pleinement, et donc rapidement, Jean Masse, donc avec qui j'ai fait vraiment mes études, mais côte à côte. Pendant 9 ans, on a été vraiment sur l'un à côté de l'autre. Voilà, même si l'un, de temps en temps, il travaillait à droite, moi je travaillais à gauche. Mais ensuite, il y a eu un autre protagoniste qui, lui, n'est pas devenu un des associés, mais avec qui j'enseigne aujourd'hui, donc qui est Laurent Gilson. Oui. Donc, mais il y avait des gens comme Maxime Ketov, il y avait Jean Léonard dans cette équipe, il y avait Alain Pellissier. Enfin voilà, donc des personnalités qui ensuite se sont révélées dans leur vie professionnelle tout à fait intéressantes. Et alors ce journal, c'est Dupé, Dupé. Alors, Dupé. Ça c'était le côté un peu, le côté un peu potache. Voilà. On va pas se faire duper, c'est ça? Oui, on va pas se faire duper. Mais voilà, c'était ce jeu de mots sur les unités pédagogiques, donc les UP, voilà. Donc ça a commencé un peu comme ça, mais à la fin, vraiment, il y a eu des articles très sérieux, et nous, surtout, ce que ça nous a permis, c'est que ça nous a permis d'être parfaitement informés des réformes qui avaient été entreprises, notamment la réforme de l'architecture, de saisir qu'il y avait des concours qui étaient lancés de recherche, comme le programme Architecture Nouvelle, le PAN. Bon, tout ça, à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas tous ces réseaux. Donc ça nous donne une petite longueur d'avance. Voilà. Ça nous permet de nous faire connaître d'à peu près tous les enseignants de la place. Donc, d'avoir une espèce de reconnaissance par eux, voilà, on était des étudiants sympathiques, on va dire, grâce à ça. Et c'est quelque chose qui, enfin, c'est un vrai investissement, hein, quand on regarde ça, c'est plus de 4 ans c'est 4 voilà. ans On voit aussi que ça développe en tout cas un plaisir de l'écriture. Oui, absolument. Non, on avait quelque chose de il y avait quelques plumes. Oui, hein. Absolument. Il y a quelques plumes. Encore une fois, Pierre Beuz, Alain Pellissier ou encore Laurent Gilson, qui étaient de vraies plumes. Oui, absolument. Moi, moins. Moi, je m'occupais surtout des questions de mise en page, de ces choses-là, mais ça m'a beaucoup appris, même graphiquement. D'accord. Et alors, s'il fallait parler de la plus belle découverte qu'a permis ce travail de journalisme, parce que c'est comme ça que c'est décrit dans activité journalistique, je crois que c'est écrit dans le... Activité journalistique, absolument. C'est la plus belle rencontre ou la plus belle découverte. Les plus belles rencontres, ça a été effectivement de connaître tous ces architectes, c'est-à-dire que, encore une fois, des gens, on a croisé Godin, on a croisé des Panerai, on a croisé, et ensuite, on commençait même, grâce notamment à Ketov, qui était à la fois russe et d'origine italienne, donc avait déjà établi des liens avec l'Italie. On a connu comme ça Franco Porrini. Non, les rencontres, c'était les rencontres avec tous ces enseignants et toutes ces personnes. Ça nous a permis notamment de bien connaître tous les... rédacteur d'AMC de l'époque, Lucan, notamment. Voilà, non, ça a été... c'est ça. On y reviendra à Lucan. Et donc, il y a cette chose qui n'est pas commune quand même pour des étudiants en architecture, c'est que tu dis ça nous a permis d'explorer les pédagogies, on pourrait dire, mais aussi en effet les politiques publiques, c'est-à-dire que vous êtes, pendant vos formations, déjà en prise avec entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler la commande publique, et vous êtes conscient de tout ce qui se déplace. Hein, vous êtes quand même en 78, c'est le lendemain de la loi sur l'architecture, et donc vous êtes déjà aux prises avec, je dirais, le passage des études vers la vie professionnelle qui va se faire, on le sent dans votre parcours, de manière assez... D'ailleurs, il y a une porosité, comme on dit, entre les travaux théoriques et les travaux, les réalisations. Hein, c'est les pans... J'ai noté plusieurs pans, le pan 9, le pan 11, le pan 12, le pan ouest, à chaque fois avec des choses très intéressantes. Par exemple, la ZUP de Chambéry, à côté de Jean Dubuisson, j'avais noté. C'est quand même... Non, c'est amusant dans la vie, il y a des rencontres comme ça incroyables. Jean Dubuisson, je vais le retrouver 2 autres fois dans ma vie. C'est-à-dire là,
J'ignore totalement qui est Jean Dubuisson quand on fait la ZUP de Chambéry. Et en fait, je vais le retrouver par 2 fois. Une fois parce qu'il va nous remettre un prix, voilà. Donc, voilà. Et une autre fois parce qu'il était le président du jury qui m'a permis d'être titularisé comme enseignant. D'accord. Voilà. C'est les 94. Oui, en 94. Et oui, alors ça, par exemple, c'est exactement comme quoi les choses se tissent. Donc c'est Pierre Bols qui, lui, avait un peu plus de vivacité, en tout cas que moi, à ce moment-là. Donc non seulement arrive à faire ses études beaucoup plus rapidement que moi, et de ce fait, va faire le master des ponts. Oui. Voilà. Et au master des ponts, donc avec Riboulet qui dirige toute la partie urbain. Donc il s'intéresse à toutes ces questions de ces grands ensembles. Et il me dit, à l'occasion du PAN 11, dont le thématique est la ville hors les murs, il me dit, tiens, ce serait intéressant de travailler sur ce sujet. Bon, je pense, si vous voulez, on est très heureux d'avoir été primé, d'être connu, mais je pense que notre projet avait beaucoup de limites. C'est-à-dire, ça restait quand même un projet d'étudiants, reconnaissons. Mais bon, le mérite, c'était que nous, on s'est obligés à réfléchir sur ça et à comprendre quelques petites choses. Il y a peut-être un autre pan, moi, qui me semblait intéressant, c'est celui sur le littoral ouest, avec cette idée de mixité des usages. Un stade qui fait gîte, et il y a quelque chose de... C'est très amusant, cette affaire-là, parce que, bon, ce sont des intuitions, voilà. Et aujourd'hui, on est appelé à travailler sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Il n'y a quasiment plus de courses. Et il se pose la question comment garder quand même encore quelques tribunes et en faire autre chose, en tout cas utiliser les bâtiments pour d'autres fonctions. Oui, je pense que toutes ces questions-là, ça part d'analyses au fond très simples. C'était, on voit bien qu'aujourd'hui sont portés. C'est pas commun à l'époque. Non, c'est pas commun à l'époque. Voilà, c'est cette monofonctionnalité des bâtiments. Donc, commencer à se dire, tiens, pourquoi pas les remettre en question et comment réfléchir à ça. Cette question de PAN, dont vient, on sait après, Europan. Et la question, j'aimerais bien avoir ton regard sur la question du concours d'idées aujourd'hui, ce que certains appellent ces architectures potentielles, c'est-à-dire cette capacité du milieu des architectes à pas seulement à concevoir pour bâtir, mais aussi à concevoir pour faire avancer la théorie et les idées. Aujourd'hui, le paysage des concours d'idées, il est en partie limité. On voit que dans ton parcours, ça a été un ferment, un accélérateur. Avec le recul maintenant, tu vois ça Nous, il y avait toujours un grand vecteur qui était cette question spatiale. C'est-à-dire vraiment, à chaque fois, les projets, au fond, par exemple, je reviens sur le PAN 11, mais sur le PAN 11, c'était comment créer de l'urbanité, non pas qu'il s'agissait de dénoncer Dubuisson et que sa ZUP manquerait d'urbanité, mais on sentait bien que ces systèmes proliférants, on va dire, à base de ces grandes grecques, fabriquaient des espaces dans lesquels qui étaient pour partie indéterminés. Voilà. Et donc, au fond, on commençait à comprendre, grâce à cet enseignement qui nous était donné, que pour autant qu'on peut réfléchir sur l'espace ouvert, il y a nécessité quand même de hiérarchiser à un moment donné. Voilà. C'était un peu un piège de la composition, finalement, sur lequel on reviendra avec Lucan. Mais absolument. Voilà, et donc c'est ça, enfin, moi je me suis senti à l'aise là-dessus. C'est vrai que dans ce qui aujourd'hui est proposé, souvent dans les... moi je me sentirais très mal à l'aise, parce que j'ai quand même besoin d'un cadre et je ne sens pas l'âme de quelqu'un qui puisse explorer, disons, la périphérie de l'architecture, disons, les questions importantes, qui sont celles plutôt liées à la programmation, au fond. Voilà. Ça, moi, aujourd'hui, je me sentirais mal à l'aise dans ces circonstances-là. C'est-à-dire que ces pans, ils avaient l'intérêt d'aider à reconstituer un corpus théorique qui permettrait de faire l'architecture. Et aujourd'hui, on est plutôt, comme tu dis, sur une périphérie, il y a une... Ou alors sur des
question très obsessionnelle sur la matérialité des édifices, Oui. qui est donc penser bois, penser terre crue. Et là aussi, je dirais, oui, on a des techniques à notre disposition. Alors certes, elles peuvent avoir des incidences aussi sur la dimension spatiale. Hein. Il est clair que les portées ne sont pas les mêmes, etc. Mais voilà, moi je trouve qu'il faut encore essayer de préserver un minimum de liberté dans le mode de faire, et même si on doit se diriger inévitablement sur des structures peut-être en bois, il y a des moments où il faut savoir travailler avec d'autres matériaux. Oui, ce que tu disais, ça me fait penser à une de tes citations. Rien n'est impossible en architecture, tout ce qui est correctement pensé est réalisable. Et ça, le point de notre discussion me fait penser un peu à ça, c'est-à-dire l'exploration d'un cœur essentiel de la discipline de l'architecture en tant qu'action, hein, et pas en tant qu'objet. Ça, peut-être qu'on peut maintenant venir là-dessus. Tu avais plusieurs univers, hein, univers de référence, de méthode, on va peut-être essayer de les explorer. C'est d'une part ce sculpteur basque, espagnol, Jorge Oteiza, qui... tu vas peut-être nous dire un peu ce concept de désoccupation, et puis tu parles aussi de Velázquez. Alors, je me suis dit, ces deux Espagnols, tiens, alors... Mais non, on n'a aucun prosélytisme pour l'Espagne. C'est un hasard, mais... c'est un hasard. Je trouve que cette Oteiza, il faudrait que tu nous parles de ça, sur cette question de... Oui, mais c'est un peu, j'évoquais tout à l'heure Mondrian et Malevich avec cette merveilleuse conférence que vous avez donnée, la Marche Vadel. Là, je découvre en fait Oteiza grâce à un étudiant espagnol, parce qu'on avait un double cursus avec l'école de Valence, et arrive un étudiant absolument extraordinaire. On avait l'impression qu'il était lui-même sorti d'un tableau de Ribera. C'était incroyable, il avait une tête incroyable. Et il me fait découvrir effectivement Oteiza, et surtout la façon dont il travaille et les quelques textes qu'il écrit à propos de son travail. Ouais. C'est-à-dire où on comprend très bien que son travail n'est pas empreint d'une quelconque, je dirais, un quelconque onérisme. C'est vraiment un travail extrêmement strict sur cette question des occupations de l'espace. Alors par désoccupation de l'espace, il entend comment une structure spatiale peut conditionner un espace, et jusqu'à quel point, quand on vient à l'affiner, quand elle ne devient plus qu'elle devient plus filiforme, à quel point elle est encore capable, au fond, de tenir l'espace. On pourrait, au fond, un peu avoir l'image, je ne sais pas, du ressort, hein, c'est-à-dire qu'il parle, hein, qu'au fond, à l'intérieur d'un volume, ce qui l'intéresse, c'est que le volume contient une densité d'espace, d'accord, et que peu à peu, en désoccupant, au fond, cet espace, tel un ressort, l'espace vient à s'étendre, à se déployer, jusqu'à quel moment il fait sentir son impulsion primitive. D'accord. Et il y a la recherche d'un point d'équilibre, dans lequel justement on tient à ce moment-là une spatialité. Oui. Et je comprends à ce moment-là des choses très simples, hein, qui sont que, effectivement, j'avais fait un petit croquis à partir de deux sculptures d'Oteiza, dans lequel on voit que d'un côté, on peut finalement, en prenant tout simplement un cube et en le divisant en deux dièdres et en les faisant glisser, donc une partie de l'intériorité du volume peut tout à coup s'échapper. Voilà. Comme de la même façon, on peut fabriquer un système inverse dans lequel, à partir tout simplement d'une feuille, hein, d'un élément qui offre une frontalité, en pliant un certain nombre de bras, on peut venir attraper des espaces périphériques et leur apporter une qualité. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'en ai retenu. Peut-être que Oteiza avait peut-être
encore plus d'aspiration. Quand on lit plus précisément, c'était un homme très croyant. Et en fait, toute cette question-là, il la mettait en parallèle avec des sculptures qu'il avait faites primitivement, qui étaient sur un tympan d'église, dans lequel il avait... Sassou, voilà, exactement. Avec Sainz de Oissa. Exactement, je vois que tu connais bien. Un maître. Voilà, voilà, et dans lequel, effectivement, ces statues, il les avait creusées, et en considérant que c'était des gens qui avaient donné, disons, toute leur force intérieure, il l'avait donnée aux autres. Et donc, je trouvais ça très beau que tout ce travail plastique qu'il allait faire partait au départ aussi de cette image, et que au fond c'était pas que un travail abstrait. C'est aussi un creusement de l'humain. Enfin, de l'humain, voilà. Et dans quelle mesure, au fond, dans la valeur de l'espace, on véhicule aussi ce que nous échangeons, nous rencontrons à travers des espaces, dans quelle mesure ces espaces nous apportent quelque chose, nous donnent à nous. Et tu as une autre phrase où tu dis justement le XXe siècle consacre l'appropriation de l'espace par le mouvement, oubliant que l'espace doit être aussi contemplé pour que l'on puisse habiter. Ça me fait penser à ça, c'était l'arrêt. Oui, absolument. L'arrêt sur image. Mais, absolument. Et en fait, j'ai retourné un aphorisme de Miss qui dit que justement l'espace, en son début de XXe siècle, ne doit pas être simplement contemplé, il se doit aussi d'être rendu appropriable par le mouvement. Par le mouvement, voilà. Mais je trouve cette vision intéressante, notamment avec ce qu'on a vécu avec la crise du Covid, c'est-à-dire la fortune du terme de la mobilité et finalement l'infortune de la stabilité, qu'on pourrait dire celle de l'architecture, et comment à un moment, on pourrait dire le fait d'être confiné nous a amené peut-être à reconsidérer à un moment l'espace qui nous entoure dans une forme de stabilité. La question du type, voire de l'archétype de la cour et du pavillon. À part ces deux archétypes, finalement on ne fait que les combiner, les déformer, les réinventer. Oui. Alors après, bien évidemment, il y a des choses subtiles là-dedans. Bien sûr. Mais effectivement, je me suis rendu compte, en fait, là aussi, encore une fois, alors ça, ce sont des réflexions qui sont venues plus tard, mais quand, toujours dans ce séminaire, durant nos années d'école, nous avions été amenés à étudier un texte de Padovan qui s'appelait « Cour et pavillon » et qui faisait une lecture du pavillon de Miss et de la Villa Savoie, donc réalisé en 1929, et qui disait en substance que le pavillon de Barcelone, c'était un pavillon dans une cour, et que la Villa Savoie, c'était une cour dans un pavillon. Bon. Et quoi, le cerveau, quelques années plus tard, recolle des morceaux. Et je me suis dit, mais tiens, c'est une façon de parler. Alors là, en l'occurrence, c'était pour les étudiants surtout. Comme parfois, toutes ces considérations peuvent apparaître un peu abstraites, je me suis tout à coup dit, mais au fond, c'est vrai que c'est intéressant de tout à coup lire, notamment le pavillon de Barcelone, encore on peut le percevoir tout de suite. Mais comprendre que la terrasse, parce qu'on en parle toujours comme une terrasse dans le pavillon dans la Villa Savoie, se dire c'est une cour au milieu d'un pavillon, et que au fond, effectivement, de cette dialectique, on commence à voir que tous les bâtiments de l'architecture sont, au fond, en permanence basés sur les valeurs symboliques, en fait, que portent ces deux archétypes. C'est-à-dire, effectivement, je dirais le pavillon qui est synonyme plutôt de ce qui est singulier, qui est synonyme de l'ouverture, qui est lié à la domination, et la cour, au contraire, qui par son introspection, réunie et, au fond, qui permet à une communauté de se représenter, qu'elle soit, comme je dis, je sais pas dans ce que j'ai écrit, comme étant, je ne sais pas,
le couvent, d'accord, avec son cloître, même la maison unifamiliale avec son patio. Voilà, donc je trouvais que c'était parlant pour des étudiants de comprendre ça. Et ensuite, de voir que quand on commence à interroger finalement ça à travers l'histoire de l'architecture, eh bien, il y a des moments étonnants et des moments où on voit très très bien que des générations, à toute la fin du 19e siècle, va vers le pavillon. C'est-à-dire que c'est, voilà, que ce soit d'ailleurs pour les nantis comme les plus humbles, on voit que c'est voilà, le pavillon devient une espèce de finalité de vivre en pavillon. Et par exemple, quand on retrouve, notamment dans les années 60, par exemple, les Smithson et toutes les Tim Ten, eux vont se réintéresser à la cour, d'accord, comme un lieu justement où on peut se retrouver, où chaque maison, comme dans une médina, s'adosse à la suivante, et où on fabrique au fond un tissu, donc d'autres valeurs, voilà. Donc c'est ça qui m'a intéressé à travers ces deux archétypes, et j'en suis venu là aussi dans des lectures rétroactives à voir que, in fine, oui, dans mon travail, il m'est arrivé, et aujourd'hui, alors en toute conscience, de considérer qu'en permanence, ces deux archétypes sont à l'œuvre. Et ce qui me permet aujourd'hui, d'ailleurs, dans les échanges que je peux avoir avec des maîtres d'ouvrage, de peut-être mieux expliquer certaines situations. Et de trouver aussi leur adhésion. C'est-à-dire que dès l'instant où, au fond, on arrive à expliquer ces choses de cette façon extrêmement simple, les gens comprennent effectivement que c'est une valeur que nous reconnaissons immédiatement, et voilà, et qu'à partir de là, on peut échanger. Oui, et que tu n'hésites pas à ancrer dans l'histoire longue de l'architecture, sans en être sur la cabane primitive, mais en tout cas, voilà, on va chercher voilà, cette question comment dire, de la cour et du pavillon me fait penser à une phrase que tu dis aussi, qui est complexe au premier abord, hein, il faut la regarder là. C'est celle sur l'objet-sujet, l'architecture-objet, l'architecture-sujet, ou en tout cas l'intensité de l'amplitude spatiale doit être fonction de la densité. Je trouve cette phrase très, très puissante. Elle permet aussi quelque part de jouer avec ces deux archétypes. Absolument. Hein, absolument. Mais c'est à toi. Mais je te laisse parler. Est-ce que tu l'illustres avec un exemple qui est assez flagrant? Oui, c'est au fond. Oui, je l'illustre avec... mais on peut en prendre plein d'autres. Non, on peut en prendre plein d'autres. Mais effectivement, le XXe siècle consacre l'objet, on va dire, d'accord, dans toutes ses formes. Hein, l'objet de consommation. Et au fond, c'est vrai que j'avais lu ça, c'était dans un livre d'ailleurs consacré à Siriani, dans lequel il était évoqué que... comment faire en sorte que l'architecture devienne sujet de la ville, d'accord ? C'est-à-dire qu'elle ne soit pas juste une compilation d'objets, mais voilà, qu'elle participe en justement appuyant que la fabrication de la ville se devait d'être liée à des bâtiments qui s'assujettissent, mais qui, dans le sens noble aussi, c'est de vouloir travailler ensemble. Et c'est vrai que dans la phrase là que tu disais, c'est la question de la densité, parce que tout à coup, la densité, c'est vrai qu'elle est en général dénoncée comme voilà, négative. Et on a été amené à essayer au contraire de renverser un peu ça pour évoquer même ce qu'on a appelé à un moment, nous, la densité douce, c'est-à-dire, bon, c'est toujours des termes de communication qu'on essaye de chercher, mais pour dire tout simplement qu'effectivement, dans cette question de la densité, il y a l'idée de finalement se concentrer sur la question de l'intensité. Et l'intensité, parce que la densité, à un moment, elle peut créer des moments d'intensité, et à partir de là, de considérer que, par exemple, il y a des lieux comme
certains lieux périphériques. À ce moment-là, je pensais à la Cité des Cartes, je me souviens, parce qu'il il m'avait apparu assez flagrant de voir toutes ces écoles, que ce soit l'école des Ponts, l'école d'architecture, etc., qui étaient toutes finalement protégées en leur cœur des atriums, mais que ces atriums n'étaient là donnés que pour eux-mêmes et n'étaient pas capables, à la manière de Taisa, au fond, de se désoccuper, c'est-à-dire d'être capables de donner une part de leur intensité interne à la périphérie. Et je disais, voilà, c'est en ça que je pense qu'il faut des mécanismes qui viennent du cœur des bâtiments pour donner là une intensité à la vie. Et à contrario, dans des lieux de centre-ville extrêmement urbains, peut-être que là, le phénomène inverse peut se reproduire. On peut comprendre qu'on fabrique des espaces qui se mettent à distance de la ville et pour, au contraire, trouver un havre de paix au milieu du mouvement continu de la ville. Et c'est très fructueux, je trouve, comme approche, notamment justement dans des territoires comme ça, un peu en friche, où il va falloir essayer de prendre place, de s'installer sur... je crois qu'à un moment, tu dis s'installer entre la terre et le ciel. Voilà, s'il n'y a pas d'éléments qui prédéterminants, il y a une attention aussi dans ton travail, dans votre travail, au déjà là, enfin ce qu'on appelle le déjà là, ou je dirais à cette matière déjà mise en œuvre sur laquelle vous prenez position, mais de manière assez subtile, non pas, je dirais, iconoclaste, mais voilà, comme je dirais, une matière déjà préparée, on l'utilise, on la poursuit et tout. Et peut-être que justement, à cet endroit-là, on pourrait parler un peu de l'inspection d'académie de Chaumont. Parce que c'est véritablement typiquement un endroit où justement c'est déterminé, pas trop déterminé, mais il y a des éléments, il y a des bribes. C'est le premier projet qu'on a réalisé avec Pierre Bolz. Et... alors bon, d'abord un enthousiasme total à s'engager. On est en 84 ? On est en 84. Quand même, vous êtes diplômé en 83 ? Oui, non, mais on a encore une fois eu énormément de chance. C'est-à-dire, bon, on peut toujours dire que bon, il faut savoir la saisir et tout ce que l'on veut, mais non, c'est un fait. On a eu de la chance, des gens nous ont beaucoup aidés, reconnaissons. Moi, non seulement l'enseignement qu'on a reçu, mais des gens, par exemple, je pense à Francis Solaire, qui à l'époque était Archi Plus avec Jean Bernard, qui non seulement ont contribué à me former aussi, parce que ce sont des gens chez qui j'ai beaucoup appris. On avait une différence d'âge, il était de 5 ans plus mon aîné, donc ça a permis de créer des relations assez rapidement, assez proches. Et il a été un véritable parrain, au sens noble du terme. Et puis il était pas mafieux, mais celui-là. Et puis il était à l'AMIC. Et il était à l'AMIC, voilà, c'est ça. Et vraiment, il nous a ouvert des tas de portes, soyons francs. Et donc, oui, l'inspection d'académie... alors, c'est vrai que jusque-là, bon, on avait un peu travaillé sur des équipements, justement, en travaillant les uns ou les autres dans différentes agences. Mais à l'école, au fond, la formation était très orientée logement à cette époque-là. Heureusement, via Le Corbusier et la compréhension des villas blanches, donc on avait quand même un premier savoir spatial. Et c'est vrai que ce projet, pour nous, était l'idée de faire une petite démonstration, disons, de ce qu'on avait appris. Le côté un peu singe savant, on va dire, mais bon, j'assume. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait 2 orientations possibles sur ce terrain, parce qu'il y avait une maison existante. Oui, rappelons-le, c'est vraiment tout proche banlieue. Enfin, c'est même pas, c'est vraiment le boulevard extérieur de la ville, voilà, qui a été, donc les remparts ont été un jour défaits et ont été remplacés par de grands alignements d'arbres, et on est juste dans le faubourg, ce qu'on appelait le faubourg. Voilà. Et là, il y avait une ancienne propriété, avec un portail d'accès, voilà, avec de petites portes, le grand portail, bon, l'élément, disons, qui met en valeur le système d'accès. Et puis derrière, il y avait une maison, mais qui était dans une orientation différente de celle que nous allons retenir. Et d'ailleurs, le projet qui est arrivé second, qui était un projet
d'un architecte nancéen qui s'appelle Guimard, je crois, mais pas le fameux Guyard, Philippe Guyard. Diplômé de l'école de Nancy. Voilà, Philippe Guyard. Avec François Henrion. Voilà, et qui lui, malheureusement, n'avait pas gagné, mais avait fait un très joli projet. Et lui avait gardé l'autre orientation, il avait essayé de garder la maison. Est-ouest. Est-ouest. Lui était est-ouest. Ouais. Et nous, on a joué le nord-sud. Et on a également. D'un certain contournement, on en parlera. Oui, absolument. Contorsion, pardon. Contorsion, ouais. Donc on a joué un nord-sud. Et au fond, tout de suite, on a appliqué le savoir corbuséen. Mais pas tant, bien évidemment, il y a un maniérisme sur le bâtiment corbuséen qui a été plusieurs fois commenté. Mais non, c'est le fait d'installer une croix sur le terrain qui permet cette partition et qui permet de reconnaître deux axes. Donc une grande ligne, donc le grand bâtiment linéaire, et puis un deuxième axe dans la profondeur qui permet de traverser le bâtiment au travers d'un hall, on peut continuer de commenter, et d'aller vers une partie de l'édifice, un pavillon, là, part entière, qui donc une excroissance sur le parc à l'arrière qui va venir contenir la direction. Et donc, effectivement, ce bâtiment, il est vraiment la résultante de ce travail qu'on a appris à l'école. Et je disais qu'à posteriori, je me suis rendu compte que effectivement ce bâtiment, qui installe une promenade architecturale, un peu au sens où d'ailleurs l'a défini Christian de Villers, je trouve cette formule très très belle, dans laquelle il dit la promenade architecturale, c'est pas de se promener dans un bâtiment, c'est l'expérience physique de la transparence. Et je trouve cette formule très belle. Et voilà, et donc on y reviendra peut-être. Et je disais, donc, ramener aux archétypes cour et pavillon, effectivement, ce bâtiment, au fond, c'est un pavillon dans le sens où c'est un bâtiment qui s'installe exactement comme s'installait un château ou un hôtel particulier. D'accord ? Donc il se libère de ses avoisinants et il va provoquer effectivement une séquence cour, il articule une séquence cour, une séquence jardin. Et puis également, et c'est pour ça que j'évoquais que les choses commencent à être un peu subtiles, c'est-à-dire comme dans le palais de l'Assemblée de Le Corbusier, dans lequel on a un bâtiment qui est l'Assemblée, un grand bâtiment qui fait pavillon dans tout son immense dispositif, puis à l'intérieur, le grand hall n'est rien d'autre qu'une grande cour couverte, puis à l'intérieur de cette cour couverte, il y a l'Assemblée qui elle-même est un pavillon au milieu de cette cour, et quand on rentre dans l'Assemblée, tout à coup, le ciel se découpe, et donc on est à nouveau dans une cour. Donc c'est une espèce de jeu de poupée russe, voilà, que je trouve intéressant, ou un processus d'emboîtement, d'échelle, voilà, qui est un processus un peu homothétique, voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'ai découvert après, quand j'ai commencé à, en tout cas, essayer d'évoquer la question architecturale dans le rapport de cette histoire de cour et de pavillon. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un bâtiment... Quand je vois aujourd'hui la complexité qu'on a parfois avec certains bâtiments sous toutes ces formes, là on avait une grande forme de liberté, il faut en convenir. Alors après, il y avait quand même aussi quelques préoccupations de l'époque. C'est-à-dire quand je disais que quand on rentre à l'école, il y a eu le choc pétrolier. Et donc on est quand même aussi attentif à toutes ces technologies du mur trombe. Et donc c'est ça en fait qui a déterminé aussi cette orientation extrêmement prononcée. C'est-à-dire qu'on s'est dit, au fond, la grande galerie, on la met au sud, on va mettre des grands vitrages et on va emmagasiner la chaleur pendant la saison hivernale. Il y a un système de double flux qui était assez innovant à l'époque pour redistribuer la chaleur côté nord. Et l'autre aspect qui nous paraissait ergonomique, qui était que tous les bureaux, en étant au nord,
on voyait le parc, ça dans la dimension est-ouest, on aurait pu aussi parfaitement voir le parc, mais là, avait la lumière particulière du nord, donc sans éblouissement, on va dire. Voilà. Donc, cette histoire d'orientation, elle est venue vraiment de là. Après, la question de la croix nous a permis, de façon dynamique, d'installer le système de la cour, le hall, puis le parc selon la diagonale. Voilà. Voilà. Et ensuite, pour terminer la partition, donc, on avait le parking aussi qu'on avait essayé d'éclater, c'est-à-dire pour éviter les espèces de tapis de voitures qu'on voit devant en général des bâtiments. Donc aussi, on l'avait morcelé. Le logement de gardien, on l'avait isolé et rapproché du porche d'entrée. Et c'est en ça qu'effectivement, peu à peu, on peut lire au fond ce bâtiment. Et je pense, d'une certaine façon, que peut-être l'adhésion qu'il y a eu aussi à ce moment-là était liée au fait que, inconsciemment, on pouvait lire un bâtiment comme sont les administrations qui se sont installées dans des hôtels particuliers, comme étaient les préfectures. Disons, quand on rentre, il y a un grand escalier d'honneur. Bon, là, c'est la rampe qui fait ce travail. Voilà, donc c'est en ça que je crois ces thématiques se trouvent réunies là. C'était à l'époque, j'ai retrouvé ça, ce qu'on appelait une opération exemplaire de qualité architecturale. Oui. OEQA. Oui. Donc c'était quand même une opération sur laquelle il y avait un regard très attentif. Hein. Il y avait 6 candidats. Quand on regarde les propositions de chacun des candidats, vous êtes la seule équipe à proposer un bâtiment R+3, plus haut que tout le monde, et vraiment, en effet, à la ramener vers le boulevard, le plus possible vers le boulevard, donc dans cet esprit entre cour et jardin, avec cette position, cette attention paradoxal, à un moment tu le dis, hein, ce paradoxe par rapport à la lumière. Hein, je suis fermé au sud, ouvert au nord. Je dois montrer que la façade est ouverte au sud et fermée au nord. Donc j'ai on pourrait dire plus qu'un paradoxe, une ambiguïté. Et là, j'aime bien peut-être parler un petit peu de la question, au-delà des types, des archétypes, des savoirs constitués de l'architecture, aussi de l'ambiguïté de l'architecture, qui est quand même aussi un des éléments intéressants de notre discipline. Alors, je ne sais pas si c'est à voir dans la question de la fable, hein, puisque tu as ces 3 F, la fable, la figure, la forme, mais peut-être tu me diras après. Terminons peut-être sur l'inspection académique de Chaumont. Est-ce que ce parti pris par rapport à la lumière apparaît de manière rapide comme une position claire ou... Oui, on s'est rapidement convaincu, mais je dis parce que là aussi, l'éducation qu'on reçoit sur la question de la lumière nous fait comprendre que la lumière du Nord n'est pas une mauvaise lumière, qu'elle a une qualité, qu'elle a une belle valeur, qu'on pouvait avoir le parc éclairé, illuminé. Voilà. Donc oui, tout ça, et c'est vrai que c'est conforté, je dis, par toute cette mécanique ensuite de récupération de chaleur, etc. Et puis le fait qu'on prend, parce que c'est vrai que c'est quand même aussi un des... Comment dire, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas osé faire... Enfin, je sais pas, c'est le fait que, en termes de rendement, si on prend de rendement, on a un couloir, c'est une galerie unilatérale qui dessert des bureaux unilatérales. On a même introduit à l'intérieur des bureaux qui sont en duplex. Il y a des petits duplex. Les services sont avec leur propre escalier en intérieur, comme des petites maisons à l'intérieur. Donc tout ça, je dirais, ça vient vraiment aussi de l'éducation sur le logement. Parce que sur le logement, on a vraiment appris à réfléchir sur le système distributif. Voilà. Et là aussi, l'idée de cette galerie en premier jour, ensoleillée, on avait prévu aussi des petites fenêtres. Parce que pour autant qu'on était au nord, il y avait de toutes petites fenêtres qui donnaient dans cette galerie sud, depuis les bureaux, pour permettre que le rayon du soleil dans la journée passe dans le bureau pour qu'on puisse savoir à peu près quelle heure il était. D'accord, une sorte de cadran solaire. Une sorte de cadran solaire. Et alors il y a aussi ces briques mises sur champ, ces briques de terre crue mises sur champ, ça fait partie du dispositif du mur trombe. Oui, c'est ça. C'était l'idée qu'on accumule.
Bon, après, je ne peux pas garantir que notre mur trombe ait été totalement scientifiquement maîtrisé, mais en tout cas, c'est ce qu'il voulait être. En tout cas, les utilisateurs n'ont pas été contre le fait de labelliser cet édifice, architecture contemporaine remarquable. Non, et eux, vraiment, de tout temps, quand le bâtiment a été livré, bon, il y avait comme toujours des petites erreurs ou des petits ajustements, mais non, ça a été reçu très très positivement, et j'ai trouvé que quand justement il y a eu la petite cérémonie pour aller mettre le label sur la façade, tous les intervenants ont parlé vraiment du bâtiment, pas seulement pour être polis, hein, mais je pense qu'ils avaient une réelle fierté d'être dans ce bâtiment, et qu'ils avaient le sentiment qu'il s'en dégageait un véritable bien-être. Oui. Alors il y a un autre édifice qui va se construire à Chaumont, qui lui apparaît pour moi pratiquement comme un unicum dans ton œuvre et dans celle de Pierre, ton associé. C'est le collectif à plat. Enfin, bon, le collectif, on l'a appelé comme ça. Voilà, collectif à plat pour la recherche théorique, résidence Louise Michel pour cette opération de 70 logements réalisés à Chaumont, c'est l'année 92. Alors là, on peut parler aussi, je pense, de cette partie de travail qui est la question, à un moment que tu appelles d'unité spatiale travaillée, moi ce que j'appelle de combinatoire après, combinatoire, et puis d'emboîtement aussi d'échelle. Il y a quelque chose de remarquable en tout cas. Oui, je me suis permis dans un petit papier d'écrire que c'était des logements extraordinaires. Alors, ça peut paraître extrêmement prétentieux de dire ça, mais je les considère comme extraordinaires quand on considère aujourd'hui, malheureusement, là où vraiment le logement va mal aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à notre époque, parce qu'au contraire, nous avons été éduqués avec des exemples extraordinaires, vraiment. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, après je rentrerai un peu plus précisément peut-être dans la description du projet, en tout cas de ce qu'on a souhaité faire. Mais là aussi, lorsque on répond à ce concours, on avait donc élaboré un projet un peu théorique. Bon, encore une fois, rien de très original, mais moi j'avais découvert un projet, encore une fois, de Le Corbusier, qui est l'ensemble résidentiel pour étudiants de 1925, et qui est un projet théorique de Le Corbusier dans lequel le système distributif est extrêmement intéressant. C'est une nappe, et elle est irriguée par des couloirs qui viennent se glisser en fait sous les unités, sous les chambres étudiantes. Les chambres étudiantes étant elles-mêmes nourries en lumière par une terrasse haute qui fait descendre la lumière dans l'étage bas, et donc le logement étudiant à 2 niveaux. Le niveau bas, c'est là qu'il peut manger et travailler, et il y a une espèce de soupente et une terrasse, et cette verrière, un peu comme si c'était un atelier d'artiste, éclaire. Donc ça m'avait inspiré. Ce que j'aimais, c'était le système distributif, et c'était l'idée déjà de trouver une forme de densité, parce que à notre époque, la question du logement individuel et du pavillonnaire, on ne comprenait pas ces systèmes pavillonnaires, d'autant plus que, encore une fois, nous étions nourris des Siedlung, nous étions nourris des exemples britanniques ou suisses. Voilà. Donc, j'avais imaginé explorer ça, et d'ailleurs, on l'avait présenté, je crois, à l'Europan, un des premiers Europans, bon, sans succès, mais c'est pas très grave. Et donc, quand on voit arriver ce site, on se dit, c'est merveilleux, on va essayer de mettre ça en œuvre. Voilà. On avait transposé ce qui était des logements étudiants dans des logements
dans lesquels on avait quelques variations de type, on avait trouvé des systèmes de combinatoires très simples, hein, voilà. Voilà, donc on s'est dit, c'est merveilleux, on a un champ de démonstration, on y va. Maintenant, quand on a eu terminé le projet, où on a, par rapport au projet théorique, compris que on n'était pas obligé de tout grouper, on pouvait installer certaines césures et donc installer des espèces de jardins collectifs qui allaient permettre justement d'échapper à une répétition trop stricte qui aurait engendré une trop grande monotonie. Mais quand même, je me souviens, je fais une perce aérienne. Quand je vois ma perce aérienne, je me fais peur moi-même parce que je vois une espèce de camp militaire où tout le monde est parfaitement aligné dans sa case. Donc je dis non, ça il ne faut pas qu'on monte ce dessin. Bon, mais on rend le projet. Et là, encore une fois, donc c'est intéressant après toujours d'avoir des retours. Donc un des architectes qui est dans le jury et qui est à l'époque un architecte conseil, Landowski, me raconte après coup, quand il découvre le projet, ce projet, il trouve ça abominable, et donc il retourne les panneaux, il le met dans un coin. Ah oui. Ouais. Alors par chance, à cette époque-là, il y a des oraux. Ouais. Donc je passe l'oral, là sans pierre, je passe l'oral, et comme je savais que ça risquait, je sentais qu'il risquait d'y avoir un problème, j'ai eu la bonne idée ce jour-là d'arriver avec un GA, la publication GA sous le bras, de Allen d'Atelier 5. Oui, tout à fait, j'avais pensé. Et voilà, et pendant tout l'oral, je leur ai montré le projet d'Atelier 5. Ouais. Et à ce moment-là, l'archi-conseil est arrivé à retourner le président du jury. Ouais. Comme ce sont des jurys dans lesquels l'avis du président était très prépondérant, donc tous se sont retournés et ont suivi et nous ont permis d'avoir accès à cette commande-là. Voilà. Et c'est vrai que cette question de l'unité de la répétition, parce qu'au fond c'est ça que pose ce projet, et dans lequel là vraiment nous on était arc-boutés là-dessus, d'abord parce qu'on nous l'avait encore une fois fait comprendre de façon intelligente, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on répète quelque chose que forcément s'engage quelque chose de monotone. On doit s'intéresser à ce moment-là à des mises en rythme des choses. Hein. Il y a des répétitions qui sont au contraire extrêmement intéressantes. Voilà. Et à l'intérieur de cet ensemble, ce qui nous intéressait le plus, c'était, il y avait les logements, c'était la qualité du logement. Et pour maîtriser la qualité d'un logement, eh bien, moins on a de types, plus on est capable de la maîtriser. D'accord ? Parce que si on veut, ce qui peut paraître une idée extrêmement noble, d'offrir à tous les habitants d'une résidence que tous aient des logements différents, oui, mais c'est un travail absolument colossal. Voilà. Alors que là, on s'est dit, non, on va faire deux types qui seront les plus généreux possibles et les mieux étudiés possibles. Et ensuite, par la multiplication, on maîtrisera l'économie, c'est-à-dire il y aura une réelle économie de moyens. Et par la mise en situation, on va créer des diversités de distribution et d'orientation, etc. Et c'est comme ça que, en fait, la partition générale, c'était d'un côté de créer une grande place, cette place parce que on est à une extrémité de la ville. Oui, et en frange de ville. Voilà, en frange de ville. Légèrement en pente, on ouvre sur le paysage, c'est ça ? Un paysage absolument magnifique, c'est la vallée de la Suisse, avec au fond de la vallée un viaduc. Et c'était en ça d'ailleurs que ça faisait penser à Allen, qui lui-même, je ne sais plus si c'est un viaduc, mais enfin c'est aussi comme ça un ouvrage d'art qui traverse une vallée. Et donc un paysage absolument magnifique. Donc on voulait installer cette place. Elle était demandée d'ailleurs dans le document d'urbanisme, qui était assez bien rédigé. Et puis ensuite, en disposant la résidence selon en gros 3 grappes, on pouvait installer dans des intervalles des grands corridors verts, en fait, qui allaient descendre vers la partie arborée qui était en contrebas de l'opération. Et comme je l'évoque aussi dans une note, je dis, même ces bandes, au départ, on avait imaginé qu'elles auraient pu devenir des jardins
potagers. Mais c'est là, c'est quand même incroyable comment on passe d'une époque à une autre. Hein. C'est qu'à l'époque, il nous a été répondu qu'il n'en était pas question parce que c'était même stigmatisant. C'est-à-dire que comme les personnes qui habitaient ces logements, ou qui allaient être amenés à habiter ces logements, venaient de milieux modestes, au fond, leur donner un potager, c'était les ramener à leurs conditions, agricoles. Ce qui est totalement faux, parce que ce sont au contraire des personnes qui, justement, pour beaucoup, savent ce que c'est que de travailler la terre et ont plaisir à travailler la terre. Donc c'était, à mon avis, totalement faux. Et d'ailleurs, même la question du nom de l'opération est intéressante. Hein. C'est-à-dire que pour nous, c'était vraiment, je dis le Siedlung, c'était la cité-jardin. Voilà. Eux, c'était la résidence. Voilà. Et aujourd'hui, ce serait un écoquartier, c'est clair. C'est vraiment un c'est vraiment tout. Il y a tout, un écoquartier avant l'heure. Et là aussi, on a quand je dis que ce sont des logements extraordinaires, c'est pour dire que toutes les salles de bain sont éclairées en premier jour. Toutes les salles de bain. Toutes les cuisines sont également éclairées en premier jour, d'accord ? Et, par exemple, dans les maisons, elles communiquent avec le séjour via une porte coulissante, pas avec une espèce de petite porte, hein, une porte coulissante. Donc il y a l'idée qu'effectivement, la cuisine peut être tantôt ouverte et communiquer avec le séjour, pour ceux qui aiment ce mode de fonctionnement, ou si enfermé. On avait pu, parce que on répétait, donc on avait pu équiper les cuisines, c'est-à-dire au lieu de filer un évier dégueulasse dans un coin, et puis ensuite les gens doivent se démerder, bricoler leur cuisine. En général, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc là, on avait offert un plan de cuisine à la bonne hauteur, avec un évier encastré, et ensuite ils n'avaient plus qu'à amener leurs éléments. L'idée, bien évidemment, de la maison, donc qui se traduisait par les logements qui étaient posés au sol par, effectivement, de vraies petites maisons adossées les unes aux autres, ou pour les bâtiments linéaires qui étaient derrière et qui abritaient les toutes petites typologies, les 2 pièces, où même les 2 pièces étaient fabriquées en duplex, avec des cuisines séparées et avec une salle de bain éclairée naturellement. Voilà, c'est en ça que voilà, je trouve que c'est assez... Mais, alors, en même temps, cette opération était curieuse parce que, d'un côté, on s'était retrouvé à mener cette affaire, et de l'autre côté, donc il y a eu un changement de municipalité, et la municipalité suivante s'est totalement désintéressée de cette opération. Bon. Alors ça a été finalement pour le plus grand bien pour nous, parce que ça nous a permis de faire exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire on ne rendait pas beaucoup de comptes, à vrai dire. Voilà. Après, comme ça a été une opération un peu difficile économiquement, donc voilà, il y a eu quelques discussions, mais quand même parfois dures, hein, parce que la Cour des comptes s'en était mêlée. Oui, l'ancien président de l'Office HLM avait été un peu bousculé. Enfin voilà. Mais on a essayé de défendre d'ailleurs, en évoquant combien, encore une fois, c'était incroyable. Par exemple, j'avais des rapports qui étaient de la Cour des comptes, hein, qui évoquaient les dépassements financiers, mais qui omettaient de signaler tout simplement les actualisations. Or, on est à une période où il y a une inflation extrêmement forte et qui provoquait, je me souviens, sur la fin de l'opération, il y avait 3 millions d'écarts dus à l'inflation. Des choses qui n'étaient absolument pas mentionnées. Voilà. Et donc, ils font dire n'importe quoi aux gens qui commentent, malheureusement. Mais cette question du collectif à plat, on la retrouvera... Finalement, quand je dis c'est un unicum, c'est une opération unique qu'on ne retrouve plus. Après, tu es plutôt dans des recherches sur des densités peut-être verticales ou autres. Alors ici, l'atelier de 3-4 continue de faire du logement. Moi, j'ai jeté l'éponge. C'est-à-dire que j'ai refait une autre opération de logement à Vitry, qui s'est à peu près bien passée, où j'ai pu faire quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on a fait en Haute-Marne, mais... faire des kilomètres de logement tels qu'ils sont demandés aujourd'hui, avec, disons-le quand même, des systèmes normatifs qui sont parfois totalement aberrants. Je veux dire, quand on voit ce que doit être aujourd'hui une salle de bain conditionnée par l'accessibilité handicapée, ça devient un non-sens. D'ailleurs, les gens se commencent à... Donc moi, j'ai lâché ça en me disant que
je ne sais pas, si un jour il y a eu l'occasion de refaire à peu près la même chose, je le referai bien volontiers et je suis sûr qu'on peut le faire pour pas très cher. Et alors 92, c'est Oui. aussi l'année où tu deviens architecte du Conseil de l'État. Oui, oui. Et en même temps, 94, où tu deviens enseignant titulaire. Oui. Tu enseignais sûrement déjà un peu avant. J'ai enseigné pendant 1 an avant. Ouais. Je suis tout de suite devenu titulaire. 94, 40 ans, comme, Oui, comme tes enseignants Oui, aussi. oui, Voilà. absolument. Bon, l'architecte conseil de l'État, ça dure 4 ans, peut-être. Il faut choisir un moment. Oui, oui, ça, non, et on c'est peut pas tout exactement faire ça. dans la vie. Absolument, exactement ça. Non, le jour où je deviens enseignant, j'arrête d'être architecte conseil parce que, exactement, on ne peut pas tout faire. Quand même, l'agence m'occupe énormément. Je fais partie, je continue d'ailleurs aujourd'hui à tout dessiner, à tout vérifier. Voilà, il y a des typologies différentes d'architectes. Il y a des gens qui se consacrent plus à toute la partie, je dirais, développement, et puis ils ont derrière un outil qui leur permet de... Voilà, ici, il y a un outil, il y a des gens extrêmement compétents, c'est pas ça, mais moi, c'est une partie de mon plaisir, c'est-à-dire de fabriquer et ensuite de mettre au point. Peut-être, voilà, oui. Deux choses. D'une part, c'est en effet la fabrication, la conception et les moyens de la fabrication, de la conception, et puis ensuite le chantier. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du chantier, la réalisation. J'ai été frappé en regardant ta production, la présence en effet du dessin, et plus particulièrement dans le dessin, la présence de l'axonométrie et d'un autre dispositif de dessin qui est la coupe perspective. Absolument. Alors, je suis sûr qu'il y a quelque chose à raconter. Ah oui, absolument. Oui, parce que l'axonométrie, elle permet de maîtriser tout de suite les 3 dimensions. Et c'est vrai que c'est un dessin extrêmement approprié pour développer un projet, justement même au stade de sa construction. Je vois qu'aujourd'hui, in fine, on nous vend tous les mérites du BIM, qui pour moi est un non-sens total. Bon, je vais me faire tuer par tout le monde et par Revit, etc. Ça ne m'apporte strictement rien, mais rien. Ça me coûte extrêmement cher. Je considère que, au contraire, c'est extrêmement pénalisant pour nous financièrement. La finalité de ce Revit, c'est au fond, derrière, peut-être, d'améliorer les systèmes de maintenance, etc. Peut-être. Mais bon, je trouve que c'est un très beau cadeau qu'on fait à nos maîtres d'ouvrage. En tout cas, pour voir dans l'espace, l'axonométrie, c'est un outil absolument extraordinaire. Et voilà. Après, la coupe perspective, alors effectivement, elle vient non seulement de la question de la spatialité, et elle vient aussi de l'admiration, en tout cas moi j'ai eu pour Paul Rudolph, qui faisait des coupes perspectives extraordinaires, et notamment en noir et blanc. Voilà. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, la coupe perspective était... au fond, quand on arrive à installer cette coupe perspective, ou rendre compte du projet par la coupe perspective, c'est que la question spatiale a été réglée. Et elle était, pour nous, aussi un outil de travail. C'est-à-dire que, justement, pour bien vérifier que, par exemple, dans la profondeur d'un espace, on avait réussi à ouvrir, qu'on avait réussi à aller chercher vraiment le bout de l'espace. C'est vrai que la coupe, elle est là un outil extrêmement révélateur. Et alors donc, bon, ça c'est la partie, la conception, je dirais, et puis à un moment, on passe à la réalité. Oui, absolument. C'est une autre aventure qui commence. Oui, on n'a pas beaucoup parlé du chantier. Je suis assez attaché, moi, à dire que l'architecte est aussi quelqu'un qui... Enfin, c'est quelqu'un qui passe de l'hypothèse à la réalité ou de l'imaginaire au réel. Non, moi, je fais partie des architectes qui ont été très investis dans leur chantier. Très, très investis, oui, absolument. Et là, alors, ce qui est intéressant dans le chantier, pour moi, enfin, ce qui m'a toujours beaucoup plu dans le chantier, c'est, alors il y a toute la gestion des détails, etc., mais c'est aussi l'aventure humaine. C'est-à-dire qu'un chantier, tout à coup, bon, c'est une chose d'être dans le rapport avec un client, c'en est une nouvelle d'être dans le rapport avec une entreprise qui, elle, a des impératifs économiques. Et donc, il y a un premier temps, il y a un temps de séduction.
C'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise adhère au projet et qu'elle comprenne que, alors c'est encore une fois un peu prétentieux, je suis désolé de dire ça, mais c'est comme ça en tout cas que je m'adresse à eux, qu'ils sont en train de faire un projet hors du commun. Ouais. Voilà. Qu'ils participent encore une fois à quelque chose d'extraordinaire. Ouais. D'accord ? Mais ça marche. Ouais. C'est que ça marche. C'est-à-dire que, parce que les entrepreneurs, ils fabriquent des projets à longueur de journée, donc ils voient assez rapidement que tout à coup, il y a un projet qui est un peu différent, dans lequel il y a une ambition, d'accord, sans aucune prétention, il y a une ambition. Et au fond, chacun a plaisir à faire son travail. Et là, quand on arrive déjà à avoir cette adhésion, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit que tout à coup, l'environnement change de style qu'il pourrait être. Il devient au contraire amical, c'est-à-dire que les gens s'approprient le projet, sont force de proposition. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours gardé la plus grande souplesse, c'est-à-dire de m'adapter aux propositions que va faire l'entreprise. Il y a des limites, bien évidemment, il y a des choses où on leur dit, alors ça c'est interdit, mais il y en a d'autres où, effectivement, leurs propositions sont les bienvenues. Si je reviens toujours sur les projets qu'on commentait, notamment l'inspection d'académie, parce que l'inspection d'académie, c'est amusant, parce que donc on fait le pari avec Pierre de le réaliser en béton brut. Je me souviens très bien qu'en ayant croisé notamment Siriani, Solaire aussi, etc., qui me disent, tu fais ça en béton brut, mais tu es fou, tu es fou. Les entreprises ne savent plus faire du béton brut. Bon, très bien. Et bon, pas une grande expérience, hein, mais avec l'entreprise, on commence à discuter. Bon, elle a pris le projet avec l'idée de faire du béton brut. Elle ne sait pas très bien comment le mettre en œuvre. Elle me propose des grandes banches, etc. Et puis on se rend compte que ça risque de ne pas être très bien. Hein. Puis à un moment, je vais visiter les dépôts de l'entreprise de Gros Œuvres et je vois qu'ils ont des petites banches en bois avec lesquelles, en fait, on réalise en général des petits ouvrages de VRD, des petits murs de soutènement, des choses comme ça. Et puis, et à ce moment-là, je vois ça, et puis, dans la cour même où ils étaient, ils avaient eux-mêmes réalisé des petits murs avec ça. Je dis, mais c'est bien, le bois laisse une empreinte, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et alors, dans la mise en œuvre, c'était en fait un petit peu différent, parce que les petites entretoises que l'on vient, les petits connecteurs, en général, dans ces types de banches, ils sont abandonnés au fur et à mesure du montage. Donc, on réfléchit comment est-ce qu'on peut les enlever, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut introduire un petit tube de telle façon à pouvoir les enlever. Et chemin faisant, ils me disent, bon, ben ok, allez, on tente. Et on commence à sortir des murs. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que parfois, il y avait des nids, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui ne s'étaient pas bien mal vibrées, mais en fait, ça ne posait aucun problème, parce que la banche, la dimension de la banche, restituait au fond un calepin qui redonnait une autre échelle et qui faisait qu'au lieu d'être face à une espèce de grande et immense surface, cette découpe permettait au fond de ressentir finalement le mur comme si on avait eu des pierres et que les pierres se soient... Voilà, et voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans ce bâtiment. Et je me souviens très bien que ce soit le chef de chantier qui, une fois qu'il a compris qu'il y avait cette espèce de jeu... comme une espèce de capla là où on s'est pris au jeu et m'interrogeait chaque semaine en me disant voilà comment j'ai réfléchi, comment on va les mettre, etc. Voilà, et à ce moment-là, c'est merveilleux, quoi. C'est-à-dire, le chantier devient vraiment un plaisir. Ouais. Alors, peut-être pour conclure, il faut qu'on parle de l'enseignement. Oui. Simon Rodriguez-Pagès est un enseignant. Ah oui, il a donné. J'ai l'impression, voilà, en tout cas très investi, c'est ce que je perçois de l'extérieur. Tu m'as parlé de tes 3 F. Alors c'est un peu énigmatique, fable, figure, forme. Il faut, voilà, on va un peu plus loin. Oui, alors, bon, ça vient effectivement
avec les étudiants, alors déjà, ce qui est merveilleux avec l'enseignement, c'est que moi, ça m'a même aidé à mieux énoncer ce que je faisais pour moi-même. Ça m'a obligé tout de suite à reprendre certaines lectures que j'avais laissées depuis un certain temps, et puis à me reconcentrer sur toujours l'intuition. Disons qu'il y a des invariants en architecture, et qu'au fond, c'est, je dirais, c'est ça qu'il faut essayer de transmettre. Au fond, le temps de passage des étudiants aujourd'hui est très court. Nous, il était un peu plus long. Il est très court avec une idée qui est, somme toute, plutôt pertinente. Hein. C'est que ces étudiants, au terme de ces 5 années, puissent peut-être se réorienter, faire d'autres masters, c'est-à-dire étoffer leur parcours pour aller vers les métiers de l'architecture, comme on dit. Mais après, comment faire, en 5 ans, former un étudiant qui, même s'il ne domine pas tout, doit, au terme de cette formation, avoir, au fond, compris où étaient les choses essentielles de la discipline. Donc, il y avait cette question des invariants pour moi. Et c'est ce qui fait que, tout de suite, dès que j'ai commencé à être enseignant, j'ai voulu monter un cours de théorie. Mais un cours de théorie simple, qui était un cours de théorie dans lequel on pouvait rapidement passer du cours à une espèce d'application à travers le travail dirigé. Bon, pour ça, je m'étais appuyé sur, en partie, les démonstrations qui avaient été faites dans la recherche qu'avait fait Siriani sur l'espace moderne, dans lequel il y avait des analyses extrêmement intéressantes, que ce soit du pavillon de Barcelone, que ce soit de la Villa Cook, etc. Donc il y avait une partie, c'était ça. Et puis il y avait toute une partie qui s'intéressait sur justement la question de l'unité de sa répétition, donc de toute la question pourquoi est-ce qu'on était sensible au rythme, bon, toutes ces choses-là. Et puis ça m'a permis à ce moment-là, dans mes lectures, de découvrir des ouvrages que je ne connaissais pas jusque-là, qui étaient un ouvrage notamment de Arnheim, qui a enseigné notamment aux États-Unis, et qui avait écrit un livre extrêmement simple, mais dans lequel il évoquait toutes les questions de phénoménologie attachées à l'architecture. Un autre ouvrage que je trouvais extrêmement un guide intéressant, qui était La pensée créatrice de Klee, aussi, qui évoque justement ce qu'on appelle les moyens créateurs de forme. Et ça, pour moi, là aussi, c'est-à-dire la question du point de la ligne, de sa répétition, la question du contraste, la question de la valeur colorée et de la qualité qu'apporte la valeur de couleur. Donc c'est à travers ça que j'ai constitué le premier cours. Et puis, après, quelques années après, j'ai eu l'idée de constituer le cours sur la cour et le pavillon, mais qui était un cours destiné plutôt aux étudiants après de 4e année. Et donc, pour en revenir à Fable, Figure, et voilà, c'est que moi, j'avais retenu de l'enseignement que j'avais reçu une formation sur la question de la figure. Et ça, c'est un terme qui, en général, auprès des étudiants, est parfois compliqué à comprendre, alors que, donc je voulais, un peu démystifier ce terme, parce que la question de la figure, au fond, c'est le premier dispositif, c'est-à-dire le temps de la première partition. Voilà. Parce que la question de l'architecture, c'est voilà, de travailler avec des limites et donc de partitionner. Bon, donc cette question de partition est une question d'orientation. C'est-à-dire que tout ce que l'on installe, au fond, on l'installe dans un rapport soit avec le grand environnement, soit avec la pièce qui est à côté, etc. Donc, voilà. L'étendue. Oui, l'étendue, voilà. Exactement, l'étendue. Et donc ce terme de figure, je le considérais comme central parce que, et là je fais référence à des textes que j'avais pu découvrir, notamment par exemple de Cézanne commentant Kant, qui était aussi très intéressant, dans lequel il explique que, au fond, la figure, au fond, c'est ce que Kant lui appelle le schéma, hein, qui est cet état intermédiaire de la pensée. C'est-à-dire ce moment où, quand on vise
de faire quelque chose. Hein, notre esprit se doit à un moment d'installer ces figures qui peu à peu vont nous permettre d'approcher. Ça rejoint le type, en fait, l'archétype. C'est ce rejoint... que Kahn appelle le design, shape and design. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, exactement. Okay. Donc ce mot, pour moi, était central, pas que pour moi. Hein. Tous les enseignants que nous sommes, qui avons reçu l'enseignement de Ciardi, c'est un mot pour nous important. Mais il s'agissait de bien l'expliciter auprès des étudiants. Voilà. Et après, donc, parce que Ciriani avait développé... lui, 3P. Les 3P, présence, pertinence, voilà, etc. Donc je me suis amusé à faire les 3F, voilà, pour apporter ma pierre à l'édifice, et à travers la question de la fable, mais c'est-à-dire la question de l'hypothèse, au fond, de départ, mais que je vois, moi, non pas comme de la fabulation, mais comme quelque chose, justement, qui convoque, au fond, l'histoire, c'est-à-dire que cette fable, c'est une fable qui ne concerne que la question architecturale, d'accord ? C'est-à-dire que c'est une idée qui doit venir justement demain s'incarner sur l'architecture. Donc c'est quelque chose qui convoque là une idée d'architecture, là aussi en paraphrasant que ce soit Klee ou Deleuze qui parle d'une idée en cinéma, hein, il n'y a pas d'idée en général, donc pour moi c'est vraiment... voilà, si je fabrique quelque chose, je pars à un moment d'une question de portée. Voilà, pour moi, la question d'architecture, il y a une question de portée, de matière. Donc, à quoi je fais référence au démarrage du projet. Ensuite, cette question de figure qui va entrer en jeu. Et la forme étant l'accomplissement, en fait, de ces choses-là. Et ce faisant, quelque part, on enlève un petit peu la pression qu'il pourrait y avoir sur la forme. C'est-à-dire en faisant émerger la notion de figure, on décomplexe ce qui doit être, pour à mon avis, un certain nombre d'étudiants, une anxiété de la forme. Exactement, qui est normal. Hein. C'est-à-dire que quand on commence, on a beaucoup de mal à comprendre que la forme qui nous intéresse vraiment, ça va être la forme de l'espace et pas celle de l'objet. Voilà, et donc c'était pour essayer de mettre ça, voilà, essayer d'organiser ça, et ensuite, très souvent, à travers tous les exercices de projet, à chaque fois de réclamer de la part des étudiants l'hypothèse, ensuite cette figure, et à la fin, commence à aller s'incarner. Est-ce que la fable, ça renvoie quelque part à la question du corpus ? Oui, c'est ça. Oui, absolument. Absolument. Et ce que disait Gadet, on ne copie pas, on imite. Alors il faudrait faire un peu une exégèse du mot imiter, mais en tout cas, voilà. Oui. Mais oui, on imite et on réinterprète. C'est-à-dire que, au fond... oui, comme on évoquait ces archétypes ils sont là et on n'arrête pas de les réinterpréter. Et ils vont, en étant réinterprétés, permettre de découvrir de nouvelles situations et d'enrichir des choses. Quand on prend, toujours dans cette question, cour et pavillon, et qu'on regarde la question de la modernité, c'est pour arriver à quoi ? C'est pas tant pour dire que, tiens, là, il y aurait un pavillon et puis là, il y a une cour. C'est que dans la combinatoire cour et pavillon que va développer la modernité, ça permet d'introduire la question de la réversibilité de l'espace. C'est-à-dire que, par cette mécanique d'installation de pavillons de cour, d'installation d'ombre et de lumière, hein, le toit du pavillon, la lumière de la cour, hein, on installe des emboîtements qui permettent, au fond, de considérer qu'à un moment, on ne sait plus très bien si on est dans une intériorité ou dans une extériorité. Et c'est en ça que, quand je disais tout à l'heure, Christian de Villers parle de la promenade architecturale comme une expérience de la transparence, c'est parce qu'effectivement, on fabrique un continuum spatial dans lequel on peut se déplacer et où on va faire cette expérience d'un lieu fluide, transparent, voilà, organisé de cette façon-là. Alors je regardais, pour s'acheminer vers la fin, j'écoutais la présentation que tu faisais du séminaire Alto. A-LTO. Bravo. Alors j'ai retenu une petite phrase qui m'a paru très savoureuse. À un moment, tu dis « Il s'agit ici d'apprendre à construire l'architecture ».
Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à cette phrase de Grosmort, tu sais, l'architecture c'est la poésie de la construction. Oui, oui, oui. Et toi, tu prends la phrase et tu la mets dans l'autre sens, et finalement, on va construire l'architecture. Et je voyais dans cette phrase-là, je sais pas, voilà, c'est peut-être une lecture de Sauveur de boutade, mais la réunion de ces deux parties de ta formation, la construction et la pensée constructive et la pensée spatiale. Absolument. Absolument. Oui, moi, parce que cette question de la construction est justement ce que la question de la figure va ensuite amener, c'est-à-dire la question de la structure. C'est-à-dire que la structure, ce n'est pas bien évidemment l'ossature qui supporte l'édifice, hein, c'est justement ce qui va permettre à toutes les composantes que l'on doit réunir pour induire l'objet architectural, de se réunir. Par exemple, il y a un mot que je ne supporte pas, qui est la question du compromis. Oui. Voilà. À chaque fois qu'on a un rendez-vous avec un client, ça commence, et au bout d'un moment, compromis. Alors je dis, ah non, 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 là, on ne va pas se comprendre. Compromis, il n'y en aura pas. Alors j'essaie de leur expliquer pourquoi il n'y en aura pas. Je leur dis, non, nous avons l'aspiration de trouver la structure adéquate qui permettra de réunir tous les niveaux de complexité. Ça ne veut pas dire que nous ferons l'impasse sur un niveau de complexité. Non, c'est que nous sommes persuadés que justement ce qui va faire qu'un projet va devenir d'autant plus pertinent et que l'on ne pourra rien enlever parce que à un moment donné, tout se relie et se relie à un point qui n'est pas seulement la question de l'unité tout tel que les évoquent les écrits là, mais qui est que effectivement on doit à un moment faire en sorte que ce soit l'ossature, que ce soit, je sais pas, même le système de ventilation, etc. Il y a une telle pertinence du dispositif qu'à un moment il y a une forme d'évidence que l'objet architectural doit être celui-là et ne peut pas être un autre. Mais donc on en veut à la composition de Jacques Lucan. Finalement, cette composition qui a quelque part aussi ce double sens, on va composer avec, et en même temps on compose, hein, on compose de la musique, donc on compose bien. Et donc finalement, ce travail patient, laborieux, qui agglomère de plus en plus potentiellement de contradictions, à la fin produit finalement une composition. Si je citerai Jean-Pierre Épron, par exemple, qui disait « L'architecture, c'est une organisation judicieuse du monde ». Finalement, c'est cet état judicieux qui fait qu'à cet endroit-là, le point d'équilibre de ce qu'on pourrait faire ensemble, c'est ça. Oui. Alors d'abord, le livre de Jacques Lucan, j'ai une admiration sans borne pour Jacques Lucan. C'est-à-dire avoir écrit cet ouvrage, quel plaisir. De composition, non composition, mais même l'ouvrage qui fait suite... un état présent. D'accord. Voilà, je trouve aussi absolument remarquable. Je dis c'est un plaisir pour des gens comme moi qui sommes enseignants de pouvoir recommander cet ouvrage qui est, et d'ailleurs il y a une partie du cours de théorie que je donne en 5e année reprend son ouvrage et je le reprends, je le commente dans la forme où il l'avait lui-même commenté à l'époque où il était en train d'être lancé. Il avait donné une série de conférences à Marne-la-Vallée, dans lequel il avait il avait réalisé 4 cours dans la journée. C'est un challenge incroyable. Et donc, dans lequel il avait commencé par justement la question de penser la régularité, disait-il, la hiérarchie. Ça, c'était pour parler de tout le système des pièces et de tout le système d'organisation de l'architecture au XVIIIe siècle. Ensuite, c'était penser l'irrégularité, l'équilibre. C'était Le Corbusier. Ensuite, c'était penser la neutralité. Je ne sais plus quel était le mot qu'il avait accordé, dont la figure tutélaire était mise en héros. Et ensuite, penser l'interdépendance, dans lequel
il reconnaissait à Wright une paternité, et dans lequel on comprenait bien que effectivement il y avait les 2 premiers chapitres étaient encore sous le mode, disait-il, composition, et la non-composition commençait à arriver avec l'idée de l'espace neutre et de la question de l'interdépendance. Oui, je trouve cet ouvrage absolument remarquable parce que nous, à notre génération, heureusement qu'on a croisé quelques enseignants remarquables parce que les ouvrages théoriques manquaient. Enfin, sauf pour qui étaient peut-être très... Mais ils manquaient, ou la plupart étaient en anglais. Voilà, en anglais. Certains en italien, avec la branche des... Comment on appelle ça, les Tafuri et autres. Et voilà. Et là, c'est vrai que c'est quand même... Quelle merveille cet ouvrage, très bien écrit, très accessible. C'est-à-dire pas un langage abscon. Voilà, donc effectivement. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'intéresse de plus en plus à la question du chant. C'est-à-dire au campus, au chant. C'est-à-dire j'essaye de réfléchir à partir de la dénonciation, disons, qui a pu être faite au système hiérarchisé qui induirait, au fond, un rapport déséquilibré, puisque dans un système de hiérarchie, fatalement, il y a un dominant et un dominé, on va dire, dans le processus. Donc c'est vrai que je m'intéresse, j'essaye de regarder, à partir des analyses qu'a fait Lucan, toutes ces tentatives, au fond, d'installer ce qu'on appelle des champs, c'est-à-dire des lieux dans lesquels, au fond, il y a comme une espèce d'équilibre entre tous les éléments, et qu'au fond, le jeu des rapports est un jeu de tension entre ces éléments. Donc je trouve ça effectivement très intéressant. Et en même temps, je vois bien que, in fine, si on prend par exemple les 2 grands, le bâtiment emblématique qui est Beaubourg, qui part, c'est un espace neutre au départ, c'est une halle, c'est même une superposition de halles, d'une certaine façon, qui permet tous les aménagements possibles, qui a été présenté lors du concours comme, en plus des plateaux qui peuvent être bougés, mobiles, etc. Et puis, le jour où on termine ce projet, où ils le construisent réellement, ils installent la diagonale, et donc ils bloquent la diagonale, et à partir de là, ils lui permettent d'accéder au statut de monument. C'est-à-dire qu'au fond, cette neutralité, quand bien même existe-t-elle encore dans le corps interne, au niveau urbain, est remis en cause. Et il retrouve une forme d'équilibre avec la piazza à côté, et il s'installe quand même. Donc à la fois il a les vertus du champ, on va dire, à l'intérieur, il peut permettre tous ces systèmes de combinatoire, et en même temps il a une forme de stabilité. Et un signifiant. Et un signifiant, voilà, exactement. 2005, c'est 2, 3, 4. Oui. C'est quand même sur laquelle tu œuvres comme les autres. Peut-être donner les noms des associés fondateurs. C'est Jean-Mas, on en a parlé. Et François Roux. Ça, c'était François le couple, Roux. qui... Pierre Bolz. Pierre Bolz, donc avec moi, de mon côté. Et puis un 3e duo, c'est ça, non ? C'est ça, Olivier Arène et Christine Edekins. Voilà. Alors 2, parce qu'à 2, on dialogue. Voilà. 3, on fabrique un plan stable. Voilà. Et 4, on traite la complexité. Voilà. Je vois que tu as bien révisé. Voilà. Tout ça, c'est de la communication. Il faut être très... Oui, mais ça n'est pas dénué de... c'est même plein de sens. Mais il ne nous a pas échappé que... Nous sommes au 234 de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Voilà. Et donc, voilà. Mais bon, c'est les restes peut-être un peu de journalisme. C'est comme ça où on s'amuse avec ces choses-là. Il y a juste peut-être... Oui, pardon. Juste... 2, 3, 4. Oui, non, ce 2, 3, 4, il est né parce que, bon, effectivement, pendant 20 ans, en gros, on a fonctionné sur en binôme. Ouais. Et puis là, tout à coup, on a commencé à sentir que des choses changeaient. Le public se retirait quand même de la commande, on sentait de plus en plus la présence du privé, et puis on se voyait, nous, régulièrement, c'est-à-dire que
On a toujours été à peu près dans le même quartier, on déjeunait ensemble. On poursuivait les études. Voilà, on poursuivait nos études. On voyait aussi que certains collaborateurs de qualité pouvaient nous quitter parce que tout à coup, on avait moins d'affaires. Ouais. Je pense par exemple à Cause. Cause, ils sont nés chez nous. Voilà, et aujourd'hui, ce sont d'admirables architectes. On s'est dit, c'est quand même dommage, il serait bien de pouvoir fidéliser un peu mieux des gens. Voilà. Et puis, parce que aussi, il y a des projets dont on sentait très bien qu'ils commençaient à nous échapper. Parce qu'on a eu beaucoup de chance, on a pu toucher des programmes incroyables. Et là, quand même, ça a commencé là. Voilà, et donc, c'est une des raisons où on a voulu passer ce cap et chacun avec ses qualités. Aussi contribuer à la création de ce que j'appellerais un peu une entreprise d'architecture. On a voulu passer un cap, là aussi en défendant l'idée que une entreprise le mot entreprise n'est pas sale, voilà, que l'on peut faire de l'architecture et de la manager vraiment comme un entrepreneur et continuer à produire de la qualité. Et que ce n'était pas parce que tout à coup on serait en rapport avec des vilains promoteurs que tout irait de travers et qu'on ne serait plus capable de maîtriser le processus. Qu'on peut aussi partager la propriété intellectuelle. Et qu'on peut. C'est aussi une question. Voilà, exactement. Alors ça, je pense que ça a été rendu possible parce que nous avions cette formation commune très forte, qui faisait que... Des valeurs implicites, on pourrait dire, absolument, qui vous réunissaient. Ça c'est évident. Et qui font que, effectivement, il y a sûrement, pour qui viendrait analyser la production de chacun au sein de 2, 3, 4, on verra des différences. Mais cette question de la préoccupation et constructive et spatiale, elle est toujours omniprésente. Peut-être une dernière question. Le rapport à la transformation de l'œuvre, de ton œuvre ou de l'œuvre de l'autre, sans parler de patrimonialisation. Non. Moi, je suis totalement ouvert à ce qu'on... Encore une fois, aujourd'hui, je transforme des bâtiments. J'ai transformé des bâtiments... j'oublie leur nom, c'est pas bien... d'architectes très très connus là, à la Défense. Jean Masse en a transformé un, moi j'en ai transformé un. Non, c'est le bâtiment qu'il a fait, qui s'appelle Ampère, pour Sogeprom. C'était un couple d'architectes très très connus qui ont œuvré à la Défense, qui ont fait je ne sais combien de bâtiments. Et j'ai un autre bâtiment que j'ai transformé il y a peu de temps à Montigny-le-Bretonneux, qui était l'immeuble international. Non, et d'ailleurs, juste pour souligner que ces bâtiments des années 60-70 sont des bâtiments absolument remarquables quand on veut les transformer, parce qu'ils sont tous basés sur des géométries extrêmement simples. Voilà, moi, si la transformation se fait et que le bâtiment continue à avoir du sens, moi, vraiment, j'ai aucun... Non, la Défense, disons, voilà, j'ai fait une œuvre, non.